parti Enzo. Bonsoir à tous. Patagonia, Horace, Nature et Découverte ou encore Jimmy Fairley ont tous un point en commun. Ils boycottent le Black Friday. En effet, à la veille des fêtes de fin d'année, les plus grosses enseignes font preuve de créativité pour vendre un maximum lors de cette période promotionnelle. On estime que le Black Friday rapporte environ 1300 milliards de dollars, soit 30% du chiffre d'affaires annuel du secteur du retail. C'est énorme. Donc des entreprises comme Horace sont prêtes à stopper leurs ventes et pour en fait le bien-être de ses salariés et réduire leur impact écologique. Par exemple, la marque transforme le Black Friday en Buy Nothing Day et donc en profite pour fermer leur boutique et aider une association à nettoyer des bords de plage. Alors, à l'heure où l'abondance est pointée du doigt et qu'il demandait à tous de faire des efforts, est-ce que vous, les plus grands annonceurs français, vous êtes prêts à boycotter le Black Friday et donc rogner une partie de votre revenu pour le bien-être de vos salariés et surtout de notre planète? C'est parti avec le QR code. La question, vous l'avez, jusqu'à quel point le citoyen que vous êtes est-il aligné avec le collaborateur que vous représentez? On est bon, bravo Enzo. C'est parfait, 25% moyennement aligné. C'est encore so-so, comme diraient les Anglais. Mais pour autant, on voit que ça peut avancer. On a avec nous Laurent Huin d'Econotone et Nicolas Vambre-Mersch, je l'ai bien dit? Bravo, Spintank. Mais, petit exclu, on a une vidéo avant. C'est une vidéo de Frédéric Mouillade, qui est le Regional Sales Manager pour Patagonia. C'est une exclue, on l'écoute tout de suite. Bonsoir à tous. La prise de conscience de la problématique environnementale chez Patagonia, elle intervient très tôt, puisque c'est avant même la date de sa création, 1973, que déjà l'idée germe dans l'esprit de Yvon Chouinard de créer une entreprise à des fins de finalement servir la planète, avec cette mission en tête. Cette prise de conscience, elle n'a fait que s'accélérer au cours du temps. À chaque fois, une nouvelle opportunité d'aller plus loin, et plus on creuse, plus on regarde, plus on trouve, et plus on trouve matière à innover. Donc les caps aujourd'hui, c'est principalement se focaliser sur la baisse de l'empreinte carbone et non carbone, et ça à la fois sur notre activité directe, mais aussi avec l'intervention de nos sous-traitants, les fabricants, les usines, et aussi les clients. Dans un deuxième temps, viendra la compensation, mais à elle seule ne peut pas être une solution pour atteindre la neutralité carbone. Enfin, la notion d'économie régénérative, elle est au cœur de notre réflexion, évidemment. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui se manifeste principalement au niveau du coton régénératif, qui va au-delà et qui permet pas simplement de respecter le sol en place, qui permet d'améliorer la qualité des sols. L'annonce du 15 septembre, elle intervient un peu comme une surprise pour tous, y compris nous les employés. Mais évidemment, elle a fait grand bruit, elle a beaucoup fait parler. En gros, l'intégralité des profits annuels iront maintenant à des associations environnementales. Ce qui porte l'effort, qui était un effort annuel d'environ 10 millions de dollars, 100 et quelques millions donnés sur les 20 dernières années, à maintenant 100 millions de dollars par an. Donc c'est un changement massif, un changement d'échelle qui correspond à l'enjeu dont on voit bien que ces dernières années, malgré tous les efforts, il y a un constat de se dire que ça n'était pas suffisant et donc là, ils souhaitent aller beaucoup plus loin. Les forces de Patagonia aujourd'hui, elles sont à la fois sur le plan produit, puisqu'on a 50 ans d'existence, un vrai historique, de l'innovation, de la technicité dans nos gammes, un design, un produit qui est reconnu avec une vraie différenciation de simplicité, de durabilité, de qualité, donc une vraie expérience et un vrai savoir-faire à ce niveau-là. Et puis, il y a évidemment la marque en tant que telle, au-delà des produits, qui existe sur ses valeurs, sur ce qu'elle représente d'affect pour le consommateur, pour l'ensemble de ce qu'elle a pu finalement légitimer au cours du temps sur son combat environnemental et qui aujourd'hui correspond aux besoins du consommateur. Le consommateur aujourd'hui, il est avide de transparence, de comprendre ce qu'il achète,
du détail. Et ça, une entreprise, une marque, elle ne peut pas le mettre en place du jour au lendemain. Il suffit pas, ça s'achète pas, c'est pas une campagne de com, c'est une réalité, c'est une expérience. Et donc, on a la chance d'avoir entamé finalement cette direction, ce chemin, il y a 50 ans et pas aujourd'hui, sur la pression du marché, finalement, devoir se bâtir un argumentaire environnemental. Difficile de donner un conseil aux entreprises comme ça de manière globale, mais je dirais que le dénominateur commun, c'est le bilan carbone. Il faut commencer par comprendre l'incidence de son activité sur l'environnement pour ensuite pouvoir développer une stratégie et s'attaquer aux leviers efficaces. Le bilan carbone, c'est le point de départ. J'ai été ravi de participer aux interviews Brand Immersion sur ce thème capital. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Je précise juste que Frédéric devait être avec nous. Il a eu un comité de direction de dernière minute et a tenu à nous envoyer cette vidéo, ce que je trouve très chic. Émilie, on y va pour Ain't No Mountain High Enough. C'est parti ? C'est parti. On va commencer. Alors déjà, merci à tous les deux d'être présents ce soir. On va faire un format un peu différent. On sera moins sur une table ronde, mais plus sur un face-à-face. En guise de conclusion de cette étude de The Brand Immersion. On va commencer avec vous, Laurent Huynh, de Ecotone. Et peut-être, si vous pouvez nous projeter le slide pour nous présenter la galaxie Ecotone, parce qu'en fait, on connaît mieux les marques d'Ecotone que Ecotone, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Ecotone et votre raison d'exister? Alors, Ecotone, c'est un groupe français qui est le leader européen de l'alimentation bio et végétale, avec une galaxie de marques un petit peu partout en Europe et en France notamment les marques Bjorg, Bonne Terre, Clipper, Alter Eco, Wallers, Naturella, toutes des marques bio et végétales. Et puis Ecotone, c'est une signification aussi, puisque c'est un mot de la langue française. En fait, un écotone, c'est là où se retrouvent deux écosystèmes. Par exemple, un fleuve qui se jette dans la mer, la plaine et puis la montagne. Et en fait, c'est dans ces endroits-là que la biodiversité est la plus riche. Nous sommes entreprise à mission depuis 2019. Notre mission, c'est de nourrir la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre alimentation est le principal responsable de la destruction de la biodiversité dans le monde. Il faut savoir qu'en 40 ans, la biodiversité a diminué de 70% à travers le monde à cause de l'usage des engrais chimiques, des pesticides, etc., etc. Ce que nous mangeons a un impact considérable sur la planète. On le sous-estime beaucoup. Or, la diminution de la biodiversité est un problème qui est aussi grave que le réchauffement climatique. On parle souvent des abeilles, etc., etc. Vous pouvez imaginer 70% de biodiversité en moins, ce que ça peut avoir comme conséquence. Voilà ce qu'est Ecotone, entreprise à mission et entreprise Bicorp, puisqu'on a eu une intervenance sur Bicorp. Depuis 2019, nous venons d'être renouvelés Bicorp avec un score de 116,5. Ça ne vous parlera pas, mais sachez que Patagonia est à 155 et que notre ambition, c'est d'aller titiller nos amis de Patagonia, que nous admirons beaucoup parce que c'est une référence pour nous. Alors justement, comment on y arrive? Comment on arrive à ces 150 au niveau Bicorp? Alors, c'est quelque chose on est aussi impact natif, puisque la marque Bjorg, par exemple, a été la première marque à vendre du bio en grande distribution. Et en fait, on a toujours considéré que le bio était une démarche de progrès. On n'est pas là pour donner des leçons au monde. Le bio, ça nous incite à faire mieux tout le temps. Et en fait, Bicorp est venu rajouter à la dimension bio d'autres dimensions, la qualité de vie au travail, la responsabilité sociale, la répartition de la valeur. Comment on y arrive? En fait, en travaillant toujours plus. C'est un référentiel qui est extrêmement exigeant. C'est le seul référentiel qui est reconnu au niveau du monde. Il y a 6000 sociétés dans le monde qui sont Bicorp. Il y en a 200 en France. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup. C'est un mouvement. On est tous solidaires. On se parle beaucoup avec toutes les sociétés Bicorp. On veut aller plus loin. Donc, on se tire la bourre un petit peu, mais on se donne aussi plein de conseils pour y arriver. Comment on s'améliore? Il y a 300, 400 critères. Et puis, sur chacun de ces critères, on travaille un petit peu plus pour essayer de s'améliorer. Et quels sont les leviers et aussi les obstacles en fait, auxquels vous faites face aujourd'hui pour aller plus loin dans votre transformation? Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on fasse comme
nos amis de Patagonia qu'on redistribue encore plus la richesse, sans doute. Partage de la valeur. Non, je plaisante, mais il y a encore une fois, les critères sont multiples, très nombreux. On a, nous, par exemple, des sujets, on a beaucoup travaillé sur le produit, sur la qualité des ingrédients, sur les filières. On est un des principaux acteurs du commerce fair trade. On aide beaucoup les coopératives qui nous fournissent des produits à améliorer leur façon de travailler, de cultiver. On travaille beaucoup sur l'agroforesterie, par exemple, mais on doit aller plus loin sur d'autres dimensions. Le packaging, par exemple, nos biscuits utilisent trop de packaging, utilisent encore du plastique. Nos boissons végétales sont faites avec des emballages qui sont à 85% végétales. On doit aller au 100%, on doit chercher. Ça fait beaucoup de travail avec nos partenaires, mais encore une fois, c'est cette démarche de progrès continu, d'avancer, parce qu'on n'est jamais au bout de ce combat-là pour la planète. On n'y sera jamais. Donc c'est très ambitieux, c'est très excitant, et tous les employés d'Ecotone et de Björg et compagnie sont animés par ça au quotidien, parce qu'encore une fois, nos marques sont nées avec cette volonté. Il y a 30 ans, il faut que vous sachiez, le bio, ça ne se vendait pas. Personne n'achetait du bio. On perdait de l'argent. Et ben, on a continué là-dedans parce que nous, on croit fondamentalement que le bio peut aider, peut contribuer à avoir une planète meilleure et plus durable. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure pendant la conférence, mais il y a une dimension de prix aujourd'hui où finalement l'écart de prix est en train de se resserrer du fait de l'inflation entre le bio et le conventionnel. Alors l'inflation est une très bonne nouvelle, mais là c'est plus philosophique pour moi, c'est que je pense qu'il redonne la vraie valeur des choses sur un certain nombre de choses qu'on a un petit peu oubliées. Oui, l'énergie coûte cher, se chauffer coûte cher. En le vendant pas cher, on a incité les gens à trop se chauffer. Oui, la nourriture de qualité, récoltée sans pesticides, sans engrais, ça coûte un peu plus cher. Mais il faut redonner le goût de la qualité, et je pense qu'on a une vraie opportunité là de quitter le mode productiviste qui valorisait la quantité pour aller vers un monde qualitatif où on valorise la valeur d'usage. Ça, je crois vraiment qu'on a une opportunité majeure tous ensemble avec cette période d'inflation qui est difficile, hein, parce qu'elle va générer des changements et tous les changements sont difficiles, mais on a vraiment une opportunité majeure de changer nos habitudes de consommation et plutôt que d'avoir 10 paires de chaussures ou 10 paires de pantalons, aller choisir des choses qu'on renouvelle, du recyclage, etc. etc. Donc l'inflation, c'est un vrai débat pour nous parce qu'on est vendu plus cher. On aimerait être aidé un petit peu par le gouvernement parce que, par exemple, on pourrait dire que l'alimentation bio, au lieu d'avoir une TVA à 5,5%, pourrait bénéficier d'une TVA à 0%. Ça permettrait de réduire l'écart entre le bio et le non-bio. Ça aiderait le bio, ça aiderait la planète. On fait du lobby pour ça, mais on est une petite ETI comparé à tous les grands groupes dont j'entends parler là. Nous, on fait que quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau de l'Europe, donc on est tout petit, on n'a pas de service de lobby. Donc on est avec nos petits bras musclés et on essaye de convaincre les gens petit à petit. Et comment on convainc les consommateurs? Quels sont les 2-3 principes marketing que vous pouvez partager avec la salle aujourd'hui? Alors, on ne veut pas être donneur de leçons. Nous, on aimerait embarquer les gens dans le bio par une conviction et surtout de façon positive. Nos marques communiquent toujours, non pas pour accuser le voisin de ne pas faire bien les choses, etc., mais plutôt de donner envie à nos marques. On a des packagings qui sont plutôt gays. Alors ok, Björg, c'est pas le plus gay de tous, mais si vous regardez un packaging comme Clipper, il est assez joli, Alter Eco. Il y a eu un bio qui a été un peu un bio dogmatique et qui entre guillemets, jeter l'opprobre sur le conventionnel. C'est pas du tout notre philosophie. Nous, on veut emmener par l'adhésion, on veut emmener par l'envie et surtout, on veut emmener par le sens. Sauf que ça prend plus de temps. Voilà. Mais et que malheureusement, le temps, on n'en a pas beaucoup. Donc si vous voulez bien nous aider, aidez-nous, les régies publicitaires, vendez-nous des spots un peu moins chers, etc., etc. Voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Laurent Will. Donner envie, donner confiance. Vous parlez dans votre ouvrage Raisonner, que vous avez apporté avec vous, d'un nouveau rôle pour les marques. Quel est-il aujourd'hui, à l'aune de tout ce qu'on a entendu sur cette thématique de la sobriété, de l'accompagnement dans la transformation écologique, sociale, solidaire?
Ça m'a pris quand même un bouquin pour essayer de le chercher. Et alors, on a 2 minutes. C'est pas On facile essaie à de rendre, faire sobre. Et il nous reste 2 minutes. Moi, j'ai l'impression qu'on est à un moment de bascule assez important, assez intéressant. J'aime bien le ton de cette soirée parce qu'on voit bien qu'il y a un changement nécessaire, mais il est abordé par le nouveau, par ce qu'on peut inventer de neuf et par des solutions qui sont en train d'émerger plutôt que par la contrainte qui s'impose. Et je pense qu'on a tous envie et besoin de ça. Et dans le bouquin, je suis allé beaucoup sur à la fois l'insight un peu de base d'un communicant qui essaie d'accompagner des nouvelles manières de faire depuis une quinzaine d'années et qui parfois est un peu frustré, qui écoute des difficultés à faire bouger les choses et à chercher quelque chose à proposer d'un peu différent. Et je crois et en même temps d'avoir une pensée un peu critique sur le rôle qu'on a dans la communication. Je pense que la communication a 2 problèmes. Et on les a un peu entendus là en creux. Le premier, c'est que beaucoup la communication et les marques ont été des acteurs d'aliénation, qui enlevaient du pouvoir aux gens, qui imposaient des cadres, et que le retournement et le sérum ou la solution se trouve dans l'inverse, et qu'on a beaucoup entendu, qui est de donner du pouvoir aux gens, qui est de considérer les consommateurs comme des acteurs, parce qu'ils ne sont plus en train d'acheter un produit, mais qu'on va faire des choses ensemble. Et le deuxième point un petit peu à ça, c'est d'une logique de séparation, une logique de relation. Ça va beaucoup avec ça. On voit que tous les business models sont des business models de service, ceux qui sont qui imposent une relation continue, une relation servicielle. L'exemple Darty, Fnac Darty, qui arrête de vendre des produits, puis après démerdez-vous, mais après en fait impose une relation continue et donc doivent changer la nature du contrat que la marque passe avec son public. Et je pense qu'il y a une réinvention très profonde qui doit être en œuvre. C'est à quoi sert une marque et qu'est-ce que c'est qu'une marque, et de revenir un peu aux fondamentaux, que c'est un contrat passé avec quelqu'un. Et dans ce contrat, il y a il y a d'autres ingrédients à agiter que ceux qu'on a mis jusqu'ici, et de nouvelles manières de faire qu'on peut essayer d'inventer. Et concrètement, comment elles peuvent repasser ce nouveau contrat? Quel est le rôle de la communication des marques dans tout ça? Est-ce que vous avez des méthodologies ou des cas clients peut-être à partager? Alors, moi, je crois notamment la marque. Nous, Spintank vient du digital, on est monté à la marque progressivement, etc., de plus en plus en partant d'une expérience digitale. Et je pense que ça change un petit peu, parce que beaucoup de l'expérience, notamment du branding, c'est très peu renouvelé depuis un certain temps, et se considère et est vécu dans une logique assez publicitaire, assez top-down, assez univoque, et très autour de l'idée d'identité. Et je pense qu'une des choses qu'on peut inventer, et ce qu'inventent beaucoup de DNVB, de marques qui sont dans l'engagement, dans l'écologique et dans Patagonia, c'est au contraire de réinventer la marque autour de l'idée de relation et de contrat. Et non plus la question, c'est plus de répondre à qui je suis moi, mais c'est qu'est-ce que je te propose qu'on fasse ensemble. Et que ça définit plus une marque aujourd'hui qu'une marque qu'on achèterait et qu'on regarderait comme ça. Et donc chez Spintank, on a fait évoluer nos méthodologies de plateforme de marque. On a aussi des modèles de contrats relationnels. Je passerai dessus, vous pourrez lire le bouquin, et on les tease un peu à la fin, etc., sur des modèles verticaux, un peu religieux, des modèles communautaires et horizontaux, ou des modèles d'émancipation. Et je pense que chacune des marques pourrait se définir plus par ce qu'elle propose comme relation à son public que comme qui elle est. Ça, c'est un peu l'idée clé que je voulais revenir. Et il y a d'autres éléments qui me semblaient importants en termes de méthode, c'est d'abandonner un certain nombre de manières de faire ou de présupposer. J'ai entendu vachement ce soir de marques se référer par rapport à leur passé. Il y a une énorme, dans cette période-là, tentation réactionnaire des marques. On va aller chercher dans le passé ce qui nous a toujours définis parce que nous, on a toujours été comme ça, etc., pour essayer de projeter la marque dans un moment de doute très fort. Je pense que c'est évidemment un élément de légitimation important, etc. On travaille avec plein de grandes marques qui sont parfois pluricentenaires ou qui ont plus de 100 ans d'existence, etc. Et c'est important de chercher une continuité. Mais la question principale posée aux marques aujourd'hui et qui est hyper dure, c'est la question du futur. Et aujourd'hui, beaucoup de marques sont dans une logique de repli, réactionnaire parfois. Je vais aller puiser dans mon ADN des années 60. Il y a une marque automobile que je cite dans mon livre en la critiquant, qui n'est pas là ce soir, en tout cas qui n'était pas sur scène, qui l'a fait comme ça. On va aller vraiment raconter une histoire du passé pour essayer de parler du futur, qui est un vrai problème. Dans un moment où la défiance augmente, l'aliénation est ressentie par les consommateurs. Les marques me font faire des choses que je n'ai pas envie de faire, ne me donnent pas le pouvoir d'être autonome, sobre comme j'aimerais l'être.
etc. Et où l'angoisse sur le futur, l'éco-anxiété, est absolument majeure. Et les marques peuvent aider à résoudre ça, peuvent développer des nouveaux imaginaires, donner du confort, engager dedans, etc. Mais ça va supposer des nouvelles manières de faire qui sont beaucoup d'abandon de manières de faire. Donc le rapport au passé, la logique du contrôle absolu, la logique de l'identité avant la relation, qui sont à mon avis absolument essentielles. Et enfin, je dessine dans le bouquin, et je pense qu'il faut qu'on s'inspire dans nos métiers plus des autres disciplines, des sciences humaines, d'univers un peu différents pour essayer de les régénérer. Et que, notamment l'univers des marques a eu du mal à faire ça ces derniers temps. Il se pensait trop en référence à une discipline éternelle. Et je fais référence à l'idée de Hartmut Rosa, qui donne le titre au livre, parce que les marques ont envie d'être entendues, elles ont envie de guider le futur, et elles peuvent avoir du leadership dans la transition qui est en cours. Mais pour ce faire, il faut qu'elles apprennent à raisonner avec le monde. Et donc c'est le bouquin de Rosa, qui est un peu long et qui est son idée clé, qui est la résonance, qui est de trouver une bonne relation au monde et de proposer une bonne relation au monde. Une relation juste et dans laquelle on se sent bien. Vous savez, ces moments de résonance dont parle Rosa, c'est quand on se sent bien dans son environnement. Or, les marques, très longtemps, ont proposé soit une relation prédatrice au monde, en captant des concepts dans des batailles culturelles, ou bien ont proposé un chemin univoque qui faisait fi du monde, peu à peu. Et donc le sujet des marques de demain, ça va être de trouver cette bonne relation au monde. Et c'est une belle ambition, je pense, de régénération et d'évolution des marques demain que d'essayer de le faire. Merci beaucoup. Bravo, grand Vous final. nous faites une transition parfaite pour notre conclusion. Merci à tous les trois.